Eh bien, bonjour à toutes, bienvenue à cette webconférence dédiée au cancer de l'ovaire, Quoi de neuf docteur, organisée par les associations Mon Réseau Cancer Gynéco et Imagine. Je vois qu'il y a des coucous qui viennent d'un peu partout, donc on est représenté sur toute la France. Bienvenue à toutes. Et donc nos modérateurs, Laure Guérouacolas, qui est fondatrice de Mon Réseau Cancer Gynéco, et Rachida Badawi de l'association Imagine remonteront vos questions aux experts. En ligne, vous aurez également un modérateur qui est Alexis Talbot, que vous ne voyez pas, qui est hématologue à Saint-Louis et qui répondra également à vos questions. Nous souhaitons vous rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas d'une téléconsultation. Donc, nous ne prendrons des questions que d'ordre médical général et pas d'ordre particulier ou individuel. Pour toutes les questions d'ordre individuel particulier, nous vous invitons vraiment très vivement à consulter votre équipe soignante qui connaît parfaitement votre dossier médical et surtout, nous ne le répéterons jamais assez, au moindre signe d'alerte à toute question, contactez et allez consulter vos équipes soignantes et médicales. Nous accueillons donc aujourd'hui plusieurs experts, un duo qui va commencer, le docteur Anne Floquet qui sera avec moi au téléphone en ligne et Hélène Perret, le professeur Usan et Madame Kreiter. Donc merci à toutes les quatre d'être parmi nous et merci pour bienvenue et merci pour votre disponibilité. Merci également au soutien institutionnel de Roche qui a permis, malgré ce contexte de limitation des rencontres, de garder le lien et de mettre en place cette opération virtuelle pour être à vos côtés. Donc, première intervention pour cancer et Covid-19. Avec le duo qui va répondre à vos questions. Madame Hélène Perret, qui est virologue à l'hôpital Georges Pompidou, hôpital qui a été particulièrement impliqué dans la prise en charge des patients Covid lors de la première vague. Et vos thématiques, Madame Perret, donc vous me dites si je me trompe, de recherche habituelle, c'est les virus oncogènes, HPV, donc liés au cancer du col, de l'anus et ORL. Exactement. Exactement, donc voilà. Et avec nous en ligne, le docteur Floquet, qui est oncologue médical au centre Bergonié à Bordeaux, qui travaille sur les cancers gynécologiques et sur les sarcomes. C'est bien ça, Madame Floquet? Madame Floquet? Oui, vous m'entendez bien, je disais c'est parfait, c'est bien ça. Super, et bien alors on va commencer par vous, Madame Floquet. Dans le cadre de cette journée de sensibilisation du cancer de l'ovaire qui avait lieu le 8 mai, est-ce que vous pourriez nous rappeler les causes et les signes d'alerte qui doivent t'inviter à consulter, s'il vous plaît? Alors, principalement, je pense qu'on peut rappeler les principaux symptômes qui peuvent amener à consulter. Dans ces symptômes, il y a des choses très diverses. Il faut bien reconnaître que ce sont des symptômes qui peuvent se voir dans plusieurs maladies et des maladies qui ne sont pas forcément cancéreuses. Et c'est pour ça qu'il faudra être attentif à ces symptômes s'ils se répètent ou ils se complètent. Il peut y avoir des douleurs abdominales. Il peut y avoir une augmentation du volume de l'abdomen, il peut y avoir des difficultés respiratoires, on peut avoir des troubles du transit, on peut aussi avoir des signes de la lignée purement gynécologique avec des troubles des règles pour les femmes qui sont toujours réglées, il peut y avoir aussi des saignements en post-ménopause, et puis il peut y avoir des douleurs au rapport, qui est plutôt moins fréquent, mais qui peut exister, et enfin, des troubles urinaires avec des difficultés à uriner ou des fréquences anormales d'envie d'uriner. Tout ça s'intégrant plus ou moins dans un contexte d'état général plus ou moins bon. On peut aussi avoir une petite perte d'appétit qui peut, chez certaines personnes, être plus importante, mais ça peut aussi survenir chez des femmes qui ont un état général tout à fait satisfaisant en dehors de quelques symptômes. Merci beaucoup. Laure, je crois que tu avais des questions par rapport au contexte actuel de Covid et cancer, particulièrement.
Alors, tout à fait. Alors, d'abord, une question d'ordre général. Est-ce que quand on est donc touché par un cancer de l'ovaire, cette maladie nous rend vulnérables vis-à-vis du Covid-19 qui, pendant le confinement et maintenant le déconfinement, nous stresse beaucoup? Madame Perret. Allez-y, allez-y. Okay. Alors, encore une fois, on est tous susceptibles d'être infectés par le SARS-CoV-2, par ce virus qui donne cette maladie, le Covid-19. Le fait d'avoir eu ou d'avoir un cancer ne nous rend pas plus susceptibles à cette infection. Par contre, le problème, c'est les traitements parfois associés à la prise en charge du cancer qui peuvent diminuer vos défenses immunitaires et donc du coup aboutir à des formes potentiellement plus graves, plus embêtantes quand vous êtes infecté par ce virus. Mais l'infectiosité, le fait d'être infecté par ce virus, on est tous égaux parce que personne, et c'est bien le problème de ce virus-là, et c'est pour ça qu'il a déclenché cette pandémie, personne n'a rencontré auparavant ce virus et n'a d'anticorps contre ce virus. Donc tout le monde est susceptible potentiellement d'être infecté. Après, la problématique se situe plus chez les patients donc, qui seraient en traitement de cancer sur l'immunodépression induite par certains traitements qui pourraient du coup donc, diminuer, je le redis, vos défenses immunitaires et donc aboutir à des infections qui peuvent être de ce fait-là plus graves que chez des patients qui ne sont pas immunodéprimés et qui n'ont pas donc, de traitements qui vont impacter sur le système immunitaire. Très bien, merci. Alors du coup, docteur Anne Floquet, est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport aux traitements que peuvent pour les patients en cours de traitement, donc soit avec des chimiothérapies ou des thérapies ciblées, ou parfois des immunothérapies, est-ce que certains de ces traitements donc, jouent sur ce risque de gravité de l'infection Covid? Alors, ce que l'on peut dire d'abord, c'est que le premier traitement du cancer de l'ovaire, quand il est possible, c'est une chirurgie. Donc, au premier rang de la prise en charge, c'est quand même à la fois la chirurgie qui permet de faire le diagnostic et le bilan de l'extension de la maladie. Avant de penser chimiothérapie, il faut donc penser diagnostic. Une fois qu'on a le diagnostic, eh bien, si on ne peut pas le faire par voie chirurgicale, ça pourra être discuté plus tard, on peut le faire par radiologie interventionnelle pour éviter la lourdeur d'une chirurgie et débuter par une chimiothérapie pour reculer l'acte chirurgical. Donc, en termes de chimiothérapie, les chimiothérapies qu'on utilise dans le cancer de l'ovaire sont connues depuis maintenant 30 ans. On n'est pas sur des chimiothérapies nouvelles. Le standard est un traitement reconnu avec des risques sur l'immunosuppression qui sont modérés. On n'est pas dans la gamme de traitements où il y a un gros retentissement sur l'immunologie en elle-même. Et les recommandations sont d'adapter le traitement avec un support de facteurs de croissance pour limiter le retentissement sur les globules blancs, qui reste une fois de plus modéré dans le cadre de cette pathologie. Donc on a la possibilité de limiter chez les patients fragiles le moment où les globules baissent pour limiter le risque d'infection. Merci beaucoup. Du coup, docteur Perret, j'aurais des questions plus justement sur finalement comment, quand on faire ces traitements, quand on en revient, comment finalement se protéger. Il y a eu donc toute la mise en route des gestes barrières, l'accès aux masques qui se généralise. Est-ce que vous pouvez faire un point sur justement pour les patients en cours les patientes en cours de traitement, voilà, comment s'approvisionner, comment gérer ces masques, quand est-ce qu'on met un masque en tissu, quand est-ce qu'on met un masque en papier chirurgical, etc. Alors, la transmission de ce virus se fait essentiellement par ce qu'on appelle les gouttelettes, par voie gouttelette, c'est-à-dire que quand je vous parle, là, vous n'êtes pas en face de moi, on a un écran entre nous. Moi, j'ai tendance à parler fort et en fait, on ne les voit pas, c'est microscopique, mais du coup, il y a des postillons, il y a des gouttelettes qui vont être produites et qui vont forcément potentiellement atteindre la personne qui est en face de moi et donc potentiellement atteindre les muqueuses de la personne qui est en face de moi, à savoir les yeux, le nez
ou la bouche. Et c'est par cette voie-là, ces gouttelettes transportent le virus et c'est par cette voie-là qu'il peut y avoir une contamination. D'où l'importance de la distanciation sociale. Quand on fait des enquêtes de personnes contacts, de personnel ou de patients qui sont infectés par le Covid, par le SARS-CoV-2, qui ont un Covid-19, on regarde combien de temps elles sont restées en contact avec d'autres personnes à moins de 1,50 m de distance. Et généralement, on parle de contact étroit quand il y a eu une conversation de plus de 15 minutes. Et ce, sans porter ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, sans porter de masque. Quand vous portez ce type de masque, ça va arrêter les gouttelettes et donc je ne peux pas vous contaminer si je vous parle avec ce type de masque. Et ça permet aussi, autant que faire se peut, que la personne qui est en face de moi et qui se promène dans la rue et qui est en contact avec d'autres personnes soit aussi protégée. Alors, la différence entre ces masques-là et les masques FFP2 qui garantissent une protection encore supérieure, c'est que ces masques ne sont pas hermétiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas coller à ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? Les masques FFP2, donc qui sont d'une sécurité encore supérieure, ont ce côté hermétique et ont des pores qui sont encore plus petits. Mais ils ne sont utiles que dans les gestes qu'on appelle invasifs, c'est-à-dire des gestes où on va prélever par l'écouvillon nasopharyngé un patient suspect ou infecté par le Covid-19. Quand on va intuber pour aider à respirer le patient par la ventilation mécanique un patient Covid-19, là, il y a des possibilités de ce qu'on appelle d'aérosolisation du virus. Et c'est là où il faut un masque hermétique qui va vraiment coller à la peau avec des pores qui sont encore plus étroits. Mais dans votre vie de tous les jours, dans ce déconfinement que nous sommes en train de vivre, un masque chirurgical vous protège parfaitement et c'est pour ça qu'il est recommandé dans les transports en commun où la proximité peut être plus importante, bien qu'on essaie et qu'il y a tout plein de mesures qui essaient de mettre en place, de continuer à mettre en place même dans les transports en commun cette distanciation sociale. Ce masque vous permet de vous protéger. Et il y a un autre geste qui est primordial dans la prévention d'infection à SARS-CoV-2, mais dans la prévention de tout virus finalement, notamment respiratoire, c'est le lavage des mains. Alors, il faut savoir que ce virus, c'est un virus qui est enveloppé, donc qui est totalement sensible au savon, à tous les solvants. Donc vous lavez les mains avec du savon, ça va complètement détruire la particule virale et vous allez finalement détruire la particule virale que vous auriez eue sur les mains. Quand vous ne pouvez pas vous laver les mains immédiatement, le gel hydroalcoolique peut servir de substitut à ce lavage des mains pour en fait détruire les particules virales que vous auriez pu vous mettre sur les mains. Je vois de plus en plus de personnes qui portent des gants. Je trouve que c'est une fausse bonne idée parce qu'en fait, ça ne protège pas les gens parce que les gens ne savent pas correctement mettre et enlever des gants. Et donc, les gens vont croire qu'ils sont protégés en utilisant des gants, donc vont toucher absolument tous les objets qui peuvent être vecteurs du virus, parce que quand vous toussez dans votre main, les gens vont faire de plus en plus attention, et que vous ouvrez une porte après, ben vous avez mis potentiellement du virus sur cette poignée porte. Vous revenez derrière, vous prenez dans l'heure qui suit la poignée de porte, et potentiellement vous allez avoir du virus sur les mains. Et donc, si vous ne vous lavez pas les mains et que juste après, vous vous frottez les yeux, vous mettez le doigt dans la bouche, voilà, vous allez potentiellement vous contaminer. Si vous portez des gants, vous allez en effet tout toucher sans faire attention, sans vous laver forcément les mains après avoir enlevé ces gants. Or, vous allez avoir tendance à enlever les gants en touchant la surface extérieure du gant. Et donc, finalement, vous contaminez les mains sans prendre la précaution adéquate après de vous laver les mains ou d'utiliser des gels hydroalcooliques. Donc, sincèrement, les gants, pour moi, sont une fausse bonne idée. Il faut se laver les mains, avoir une hygiène des mains irréprochable, utiliser les gels hydroalcooliques, mais je ne suis pas sûre que les gants protègent de quoi que ce soit et sont pour moi, honnêtement, plus dangereux qu'autre chose. Et moi, j'en utilise absolument pas dans mon quotidien. Et par contre, systématiquement, je sors des transports en commun, je me lave les mains. Si je n'ai pas une possibilité de me laver les mains tout de suite, en effet, je prends une petite pression de gel hydroalcoolique. Et dans la mesure du possible, quand je suis en interaction avec d'autres personnes, ce n'est pas la peine de porter un masque quand vous vous promenez dans la rue parce que ça va juste vous empêcher de respirer et c'est pas très agréable à porter en permanence. Mais par contre, quand je suis en interaction avec mes collègues, avec d'autres personnes à l'hôpital ou dans des endroits de proximité, là, en effet, je porte un masque pour éviter que ce flux, que ces postillons puissent contaminer la personne avec qui je parle.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui sont vraiment très utiles. On a pas mal de questions qui arrivent aussi quant aux tests. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait, j'allais dire, avoir des symptômes de Covid, mais on n'était pas forcément testé. Est-ce que, par exemple, une patiente qui serait donc en cours de traitement pour un cancer de l'ovaire ou en rémission de son cancer de l'ovaire, si aujourd'hui elle a des symptômes qui font penser au Covid, est-ce qu'elle sera testée et comment ça va se passer à la fois par rapport au Covid, mais aussi par rapport à ses traitements? Alors, pour ce qui est du test, en effet, il y a un déploiement là avec le déconfinement de la possibilité en fait de testing par RT-PCR, donc qui détecte le génome du virus dans les prélèvements nasopharyngés, qui va être démultiplié à partir d'aujourd'hui et dans les semaines qui vont venir, pour justement essayer ce qu'on n'a pas pu faire au départ, parce qu'on a été pris de court par l'épidémie et par la circulation du virus, essayer au maximum de dépister les gens symptomatiques qui sont infectés par le Covid-19 pour les isoler et pour éviter la diffusion à partir de ces personnes-là, la diffusion du virus. On sait que le virus a dans sa circulation, et c'est ce que le confinement a permis, dans nos rendus de RT-PCR tous les jours, on a très peu de positifs à l'heure actuelle, voire pas, dans nos runs de PCR, et on voit que le confinement a permis ça, a permis de faire diminuer la circulation du virus. Mais ce virus peut continuer à circuler à bas bruit, et ce qu'on ne veut pas, c'est que ça reparte. Tout l'intérêt de dépister systématiquement des gens symptomatiques et de les isoler, c'est d'éviter justement que ce virus se mette à repartir et qu'on ait cette potentielle deuxième vague suite à une recirculation intense du virus. Donc oui, il faut que ces patientes, mais qu'elles soient traitées pour un cancer ou pas, aille voir son médecin généraliste. Il y a des réseaux qui sont en train de se former. On a mis en place, avec le gouvernement et avec l'aide des labos privés, publics, on s'est tous mis en ordre de marche. Et il va y avoir des prélèvements systématiques de patients symptomatiques qui colleraient avec une infection à Covid-19, avec une prise en charge derrière globale des cas contacts dont je vous parlais, c'est-à-dire que une personne symptomatique est détectée Covid-19 positif, on va aller dépister après une enquête tout l'entourage avec qui il aurait pu être en contact et avec qui les mesures barrières n'ont pas été prises et donc qui potentiellement pourrait être elle-même contaminée par ce patient dépisté positif, et autant que faire se peut, isoler cette personne, l'entourage qui serait détecté positif, chez elle, et si ce n'est pas possible de l'isoler chez elle, de mettre, il y a des hôtels et des solutions d'hébergement, avec des solutions aussi de commande de courses à distance. Il y a tout un réseau et toute une monture qui est en train de se mettre en place pour justement permettre de contenir cette circulation du virus avec ces nouveaux cas qui pourraient apparaître. Alors moi j'ai une question pour Madame Floquet qui nous était remontée. Beaucoup de patientes se demandent avec le déconfinement si elles ne devraient pas rester confinées. Alors, quels sont les conseils que vous donnez, vous, à vos patientes, et des conseils aussi par rapport à la reprise de vie de leur entourage, donc quand c'est des enfants ou des maris, comment agir. Donc la première question, c'est les patientes atteintes de cancer de l'ovaire doivent-elles continuer les mesures barrières? Ça, oui, mais encore plus, comment doivent-elles vivre le déconfinement? Alors, je pense que pour il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les patients qui ont été traités ou qui viennent de finir un traitement et les patients qui sont en cours de traitement. Je pense qu'effectivement, il était raisonnable d'envisager le déconfinement, mais pour toutes les personnes qui sont fragiles, les patients qui sont résistantes ou encore en cours de traitement, les patients considérés comme fragiles. Et donc, à ce titre-là, il faut certainement continuer à respecter de toute façon les mesures qui ont été présentées. Donc, si on a choisi le traitement qui soit de chimiothérapie ou qui soit de thérapie, bien entendu, condition de ce traitement qui soit d'un bénéfice pour la prise en charge de la maladie. Donc, il faut sûrement
maintenir des précautions qui ne remettent pas en cause le fait de pouvoir le réaliser, parce que sinon, bien entendu, on ne pourra pas en avoir les bénéfices attendus. Donc, il faut sûrement être plus respectueux des mesures telles qu'elles ont été données au départ, et le déconfinement ne doit pas faire relâcher tous les gestes qui sont proposés, tant en gestes barrières qu'en éloignement, effectivement des consignes déjà données. Hein. Je crois que pour moi c'est important. Il est important de respecter le traitement dans la mesure où il a été annoncé par l'oncologue qui a déterminé ce traitement, et l'efficacité est liée à sa réalisation dans la globalité. Hein. Donc il faut essayer de faire autant que faire se peut. Merci. Que dans certaines situations, on peut différer certaines choses. Donc il faut se résoudre à garder des gestes de précaution. Parfait. Est-ce qu'on peut poser encore une dernière question peut-être au docteur Floquet sur justement cette notion de report de consultation? Il y a eu beaucoup d'adaptations, beaucoup de téléconsultations, mais aussi des reports d'examens, des reports de telle ou telle, je dirais, étape du parcours de soins. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça commence à inquiéter. Est-ce que, comment faire aujourd'hui pour faire en sorte que ces reports ou annulations de rendez-vous parfois n'impactent pas, je dirais, les chances de bien prendre en charge la maladie? Alors, je pense, les choses sont un peu différentes en fonction du type de traitement. Je ne veux pas parler pour la chirurgie où je ne suis pas moi la plus compétente, mais en termes de chimiothérapie, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une question de dose-intensité, c'est-à-dire une dose de traitement dans un intervalle donné. Donc, ce que l'on essaie de faire en pratique courante hors Covid, c'est de faire le traitement le plus auprès de ce qu'on connaît être efficace. Si on est en situation de difficulté de tolérance ou de suspicion, on peut toujours avoir une cure en moins de traitement, ça ne pénalisera pas le traitement, mais dans l'ordre des choses, il faut quand même essayer de faire un traitement qui soit compatible avec la maladie que l'on présente. Et on va essayer de faire ce traitement le mieux possible. C'est la place de la chirurgie qui pourra être éventuellement différée, puisque là, il y a d'autres mécanismes de risque qui sont en cause. Et actuellement, les plus grands axes de recherche dans la cancérologie de l'ovaire, c'est de savoir si la chirurgie initiale peut être différée plus ou moins tard quand la situation le nécessite. Donc déjà en pratique courante, on a des chirurgies qui peuvent être différées. Tout l'art est d'essayer d'être attentif à ce que l'on peut différer et de ce qu'il ne faut pas différer. Donc dans les traitements, je pense qu'il faut être attentif aussi parce que ce qui n'aura pas été fait, à l'exception d'une cure que l'on peut supprimer, on n'est pas sûr d'avoir les moyens de le rattraper autrement. Donc, je pense qu'il faut faire confiance. La situation est un peu particulière, évidemment, hein, parce qu'il y a aussi les comorbidités qui sont importantes, le diabète, l'hypertension, les choses qu'on peut présenter à côté. Donc, il faut faire confiance à son équipe conjointe chirurgien et oncologue médical pour avoir la décision la plus adaptée à sa situation. Pour certains, peut-être effectivement, pour certaines femmes, il n'y a aucun risque à pousser la chimiothérapie et à reporter la chirurgie, voire à annuler une cure de chimiothérapie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est hautement adaptable en fonction, et bien entendu, hein, je n'ai pas dit la chose la plus importante, c'est peut-être aussi en fonction des zones, vous avez vu ces secteurs de prise en charge Covid plus importants dans certaines régions que d'autres. Effectivement, sur le plan de la fréquence de la maladie, on n'a pas tous été sur le territoire impactés de la même façon. Encore peut-être une question au docteur Perret sur finalement la problématique des proches. On a beaucoup de patientes donc, qui sont en traitement, qui respectent tous ces gestes, qui sont très attentives pour elles-mêmes, mais qui ont beaucoup de craintes sur le fait que leurs proches conjoints, enfants, donc reprennent leurs activités, qu'elles soient scolaires, professionnelles. Et finalement, quelles sont vos recommandations pour quand nos proches rentrent à la maison
pour finalement continuer à se préserver du risque d'infection. Elles restent les mêmes. Hein. Il faut que le conjoint, l'entourage, au niveau de sa reprise d'activité, ait conscience de la fragilité en plus du foyer, du point de vue, quand il retourne à la maison. Mais il faut absolument qu'il applique au maximum tous les gestes barrières dont je vous ai parlé, avec vraiment un appui fort sur le lavage de mains. Quand on rentre chez soi, la première chose à faire, on touche pas. Vraiment, hein, moi c'est ce que je fais. Je rentre chez moi, j'ai mes enfants qui sont là, mon mari qui m'attend, et la première chose que je fais, je touche personne, et je vais me laver les mains bien avec du savon. Et après, la vie doit évidemment continuer. Il y a forcément, évidemment, se faire dépister en cas de quelconque symptôme qui pourrait arriver, mais garder en tête ces précautions de distanciation sociale et de gestes barrières. Je voulais rebondir parce que je voyais juste une question par rapport à la durée des masques, notamment chirurgicaux. Les gens ne savent pas trop combien de temps ils peuvent les utiliser, s'ils peuvent les utiliser longtemps. En fait, la durée de vie d'un masque papier, il faut se dire que c'est 4 heures. 4 heures, et dès qu'il est humide, donc en port continu de ces 4 heures, et dès qu'il est humide, il faut le changer. C'est-à-dire que si vous éternuez dans votre masque, tout de suite, il faut changer le masque. Pour ce qui est des masques en tissu, parce qu'il y a beaucoup de masques, et c'est très bien hein, d'un point de vue écologique, des masques en tissu qui sont en train d'arriver sur le marché, et c'est très bien. Il faut évidemment essayer d'en avoir plusieurs pour les échanger régulièrement et les laver. Il faut savoir que le virus est sensible à 56 degrés. Donc, vous faites un lavage à 60 de vos masques et il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout à fait, en fait, c'est vraiment pour induire une barrière par rapport à ces postillons, c'est physique, hein, induire une barrière de vos muqueuses par rapport aux postillons potentiels qui pourraient pénétrer par ces voies muqueuses. Et donc, avec ce masque, avec cette protection, avec cette barrière, vous êtes protégé. Mais du coup, pour être très très concrète, ça veut dire que quand mon mari rentre du travail, je ne suis pas obligée de lui dire tu te déshabilles complètement, je passe tous tes vêtements à la machine. Je dirais que je ne le fais pas. Non. Non. Je ne le fais pas. Alors à part si c'est fait éternuer dessus ou tousser dessus dans le métro ou dans le RER en rentrant. Moi, je me mets à l'aise chez moi, mais je passe pas tous mes vêtements systématiquement quand je rentre chez moi à la machine. Le transfert se fait essentiellement quand on parle à courte distance et par les mains. C'est vraiment le vecteur principal de ce type de pathologie. Madame Perret, on aime bien, nous, être un vecteur de ressources. Est-ce qu'il y a des ressources particulières par rapport à ça, Santé publique France ou des sites vraiment… Mais sur les deux pays, oui, il y a plein de documents disponibles en effet sur Santé publique France par rapport à toutes ces questions de pays, de distanciation sociale, des études aussi qui ont montré l'impact très clair de la mise en place de ces équipements de protection individuelle à tous les niveaux. Et nous, on l'a vu à l'échelle de l'hôpital, c'est-à-dire que on avait des soignants et des personnels hospitaliers qui étaient contaminés par le Covid-19. Évidemment, il y avait une peur, oui, mais c'est parce qu'on accueille des patients Covid-19, mais pas du tout. En fait, on s'est aperçu que dès qu'il y a eu le port du masque chirurgical systématique de tout le personnel hospitalier, les contaminations sont descendues en flèche. Donc, très clairement, les gestes barrières fonctionnent. Et c'est cette précaution-là qui a à mettre en place en systématique, avec une conscience que elle protège, mais elle protège dans un rapport de proximité et non pas pour sortir dans la rue quand on est seul et qu'on va marcher avec son chien pour faire un petit tour. Il y a pas de raison réellement de porter un masque. C'est vraiment dans l'interaction que c'est important. Par contre, encore une fois, vous savez pas ce que vous touchez, les machines à carte bleue, les choses comme ça. Donc, dès que vous pouvez, vous lavez les mains pour pas transmettre le virus. Et ce que j'aime bien dire aussi, pour que vous en preniez tous conscience, c'est que le virus n'est pas une bactérie. C'est-à-dire que je touche sur une surface inerte, je mets du virus sur une poignée parce que j'ai toussé dans ma main et que j'ai touché une poignée derrière. Ce virus qui est sur la poignée ne va pas se multiplier seul. Il est obligé de rentrer dans une cellule pour se multiplier, le virus. Donc, la quantité de virus qui va rester sur la poignée,
elle va rester stable, mais elle est quand même contaminante et on sait qu'elle est contaminante parce que sans nettoyage, mais dès que c'est nettoyé, il n'y a pas de problème avec des désinfectants classiques. Mais si c'est pas nettoyé, ça peut être contaminant encore quelques heures, mais sans augmenter le nombre de particules virales qui pourraient être sur cette surface inerte. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience. Merci beaucoup, Madame Perret. Pour conclure, Madame Floquet, est-ce que vous voulez dire un dernier mot et comme ça nous passerons à la deuxième partie, parcours de soins et qualité de vie? Oui, je dirais juste un dernier mot pour dire que les régions de France n'ont pas été toutes touchées de la même façon dans cette épidémie à Covid, que néanmoins dans le cadre de la prise en charge des tumeurs de l'ovaire, je pense que maintenant les informations ont bien circulé, que les groupes de référence qui travaillent dans cette pathologie se sont réunis et qu'en fait il faut faire confiance aux préconisations de vos médecins pour essayer du possible le traitement qui est le plus adapté à votre situation. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous et merci d'avoir été là malgré les aléas de connexion. Juste pour vous informer que sur la partie de chat, on a mis le lien de Santé publique France donc pour avoir toutes les informations en complément de ce que le docteur Perret nous a dit. Donc maintenant, nous accueillons le deuxième duo qui est le professeur Uzan et Madame Kreiter. Donc, professeur Uzan, vous êtes chef de service, donc vous m'arrêtez si je dis des bêtises, de chirurgie et de cancérologie gynécologique et mammaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous travaillez spécifiquement sur la qualité de vie et tout ce qui est préservation de la fertilité chez la femme jeune. Donc, on aura des questions qui nous ont été remontées à ce sujet et notamment de nombreux essais cliniques dans cette pathologie. Karen Kreiter, vous êtes oncopsychologue à Bordeaux et donc ce duo va nous parler de parcours de soins et de la qualité de vie dans le cancer de l'ovaire. Bienvenue, merci beaucoup. Bonsoir professeur. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà un petit peu comment s'est passé dans ces dernières semaines votre activité dans votre service de chirurgie gynécologique? Ça a été une période pas évidente parce qu'il y a beaucoup de craintes. Alors, si on parle plus spécifiquement de la spécificité du cancer de l'ovaire, de la crainte déjà des difficultés des patientes à arriver jusqu'à nous, notamment pour toute la partie diagnostic. Parce que les patientes avaient plus de mal à consulter ou hésitaient plus à consulter. On le sait, comme l'a très bien rappelé Anne, que les symptômes au départ d'un cancer de l'ovaire peuvent être très ténus. Pour beaucoup de patientes, ça a été un peu des parcours compliqués. Quand les patientes nous racontent leurs histoires, on a cru à un météorisme, à des troubles du transit, pour que finalement on se rende compte qu'il y avait de l'acide et une maladie qu'on déclare à un stade qui n'est pas localisé, d'un stade avancé. Donc beaucoup de frustration de la part des patientes. Et maintenant, dans cette période-là, ça a été encore plus difficile parce qu'on faisait plus difficilement une échographie, plus difficilement un scanner. Et quand les patientes arrivaient avec la nécessité d'aller d'aller plus avant pour le diagnostic, eh bien, ça veut dire le plus souvent passer par la chirurgie, par la célioscopie diagnostique. Donc, cette première étape au cours de laquelle on va mettre une caméra au niveau de l'ombilic et par lequel on va faire des prélèvements qui vont nous permettre d'avoir un diagnostic sur l'origine de la maladie, savoir si on est bien devant un cancer de l'ovaire. Et donc, cette étape-là qui passait par la chirurgie, eh bien, il y avait une crainte de la part des patientes de passer par une chirurgie. Alors, on sait qu'on a aussi la possibilité, dans certains cas, notamment quand on sait que quand il y a de la maladie assez avancée, eh bien, on peut parfois faire une biopsie sous scanner pour éviter la célioscopie. Et puis, donc, le troisième élément vraiment particulier au cancer de l'ovaire dans cette période de Covid, eh bien, ça a été... même si nous, on avait vraiment l'impression de donner les mêmes informations aux patientes, encore plus une soif d'information et la crainte de ne pas avoir tous les éléments. On sait que le cancer de l'ovaire, c'est très difficile d'informer au départ parce que c'est beaucoup d'informations. On commence déjà par les bases, par l'anatomie. Qu'est-ce que ça veut dire le péritoine? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous me parlez de granulation, de lésions ailleurs alors que la maladie, c'est que l'ovaire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait commencer par de la chimiothérapie? Donc, tout ce qui, de toute façon, est en général difficile à expliquer, eh bien là, on était dans une période où tout était un peu exponentiel parce que
les patientes ne pouvaient pas échanger avec des patientes en salle d'attente, avec des connaissances, avec des amis. Le sentiment d'isolement était encore plus difficile. Et donc, c'est une période où on a eu, on a cherché à essayer d'améliorer les choses. Beaucoup de téléconsultations, on a multiplié les consultations et les appels au téléphone. Et puis, de façon systématique, pratiquement, on a eu besoin que les patientes soient parallèlement suivies par l'oncopsychologue, notamment dans le service. Notre oncopsychologue suivait ou appelait presque autant que moi les patientes parce qu'il y avait cette crainte en plus dans cette période-là qui nécessitait une prise en charge particulière. Du coup, j'ai quelques questions aussi assez pratiques. C'est vrai que la chirurgie du cancer de l'ovaire amène souvent à ce qu'il y ait finalement d'autres organes qui soient aussi, j'allais dire, enlevés. Donc, ça peut être la rate, ça peut être une partie au niveau digestif qui nécessite des stomies, enfin une stomie. Un impact sur les anales. Comment est-ce que dans cette période-là aussi, on peut gérer au mieux tout l'impact sur le quotidien de la personne suite à cette chirurgie lourde en fait, et l'impact spécifique de ces différentes ablations? Alors, je vais y répondre. Je vais juste commencer par un élément qui a été le fait de décider d'opérer les patientes, parce que déjà à la base, c'est une chirurgie qui est une chirurgie importante. Donc, il n'y a eu aucun moment où on a été dans la situation de dire cette patiente, il y a une perte de chance si on ne l'opère pas et qu'on soit retrouvé à dire je ne peux pas l'opérer. Quelle que soit la période de la crise sanitaire, même dans la période où on opérait le moins, on a toujours pu opérer les patientes pour leur cancer de l'ovaire si c'était le moment de les opérer. Alors, comme Anne Floquet l'a dit tout à l'heure, il y a certaines patientes où on aurait pu se poser la question de les opérer pour 3 cures de chimiothérapie, mais on a pu prolonger à 6 cures, sachant que de toute façon, on l'aurait fait après. Donc, ça a pu nous permettre d'avancer et d'être moins dans une période la plus aiguë de la crise. Mais quand on était à 6 cures de chimiothérapie et que le plus pertinent pour les patientes, c'était d'être opéré, on a pu opérer ces patientes. Et on a eu, en tout cas, on peut se féliciter du fait qu'aucune de nos patientes qu'on a opérées sur cette période à la Pitié-Salpêtrière n'ait eu à passer en réanimation. Donc, on ne s'est pas retrouvé dans des situations où on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait d'opérer ces patientes? Chaque fois qu'on a dû les opérer, on a pu les opérer. Alors, les consignes par rapport à la chirurgie, on les a données comme on les donne d'habitude, c'est-à-dire on recommande aux patientes, comme c'est une laparotomie, on ouvre largement le ventre, il y a des risques d'éventration. Et pour prévenir ces risques, on recommande le port d'une ceinture de contention. Cette ceinture, on la prescrit systématiquement avant l'intervention pour que les patientes l'achètent avant à la bonne taille et on leur recommande de la porter pendant 2 mois. Et en fait, on va dire aux patientes que plus vite elles vont bouger, mieux c'est. Parce que pour beaucoup de patientes, on pense que pour protéger la cicatrice, il faut ne pas bouger. Et maintenant, on sait que pour récupérer plus vite de ces chirurgies, au contraire, il faut faire ce qu'on appelle de la réhabilitation précoce après chirurgie, ce qu'on appelle la RAC, réhabilitation accélérée après chirurgie. Et la RAC, ça consiste à dire que pour que les patientes récupèrent le plus vite possible, il faut se préparer à cette chirurgie. Un peu se préparer à une chirurgie comme on se préparerait à un marathon, un exercice physique. Ça se fait avant. Donc, arriver le plus en forme possible pour la chirurgie. Et ça se fait même pendant qu'on est sous chimiothérapie. On peut améliorer son état nutritionnel sous chimiothérapie. C'est important de faire une activité physique adaptée pendant les traitements. Et puis, après l'intervention, très rapidement, on va systématiquement vous proposer de poser une péridurale pour que vous puissiez bouger vite après l'intervention. Bien sûr, l'intervention se fait sous anesthésie générale, mais on fait la péridurale pour que dans les jours qui suivent, les patientes aient le moins mal possible. Contrôler la douleur, c'est un élément essentiel pour que le plus vite possible, elles remangent, elles rebougent. Et donc, prendre soin de sa cicatrice, prendre soin de soi, c'est pas chercher à ne pas bouger. Au contraire, plus vite on va rebouger, mieux c'est. Alors, on sait que parfois ça peut être difficile, douloureux, c'est pour ça qu'il y a la péridurale et que par la suite, il y a ces recommandations par rapport à la cicatrice. Donc, plus vite on bouge, mieux c'est pour récupérer. Pour ce qui est maintenant de la dernière partie de la question par rapport à la période de Covid, par rapport aux organes spécifiques qu'on retire, alors quand on retire la rate, c'est parce qu'il y avait de la maladie dessus. Enlever la rate, ça s'appelle faire une splénectomie. Et bien après cette splénectomie, on va systématiquement vous vacciner et vous mettre sous auracidine, vous mettre sous une antibiothérapie. Et en fait, c'est parce que la rate vous protège de certaines bactéries qui n'ont rien à voir avec le Covid. Le Covid, c'est un virus.
Et donc, c'est pour certaines bactéries spécifiques encapsulées, on va vous vacciner pour ça. On va vous vacciner pour le pneumocoque, l'hémophilus, le méningocoque. Donc, dans la période de crise sanitaire actuelle, vous n'êtes pas plus à risque parce qu'on vous a enlevé la rate. Par contre, par rapport au fait d'enlever la rate, vous pouvez être plus exposé à des infections pulmonaires. C'est pour ça qu'on vous vaccine et c'est pour ça qu'on va vous mettre sous antibiotiques et que, par contre, il peut y avoir conjonction entre infection pulmonaire et le Covid-19. Donc, c'est important de ne pas oublier de vacciner les patientes et de ne pas oublier de faire ces rappels. Donc, si on vous a fait une splénectomie il y a quelques années, il faut bien vérifier que vos vaccinations sont à jour, notamment dans cette période-là, parce que dans certains cas, quand on a une infection virale, on peut avoir une surinfection bactérienne. Donc, c'est ça le rapport qu'il peut y avoir. Donc, le message, ce n'est pas parce qu'on vous a enlevé la rate que vous êtes plus fragile, sous couvert que vous ayez bien fait vos vaccinations. Merci. En plus, ça répond à des questions qui sont passées sur notre fil. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Et justement, tant qu'on parle de choses assez spécifiques, malheureusement, le cancer de l'ovaire peut toucher des femmes jeunes, même si c'est plus rare. Et dans ces situations, est-ce qu'il existe une possibilité de préservation de fertilité et comment ça, en quelques mots, parce que c'est un sujet en tant que tel, mais si vous pouvez nous donner quelques grands éléments de réponse sur ce point. C'est évidemment un sujet très douloureux et qu'on aborde toujours avec les patientes. Donc chez les femmes jeunes, ce qui est en effet une part assez limitée des cancers de l'ovaire, puisque la moyenne d'âge quand on fait un cancer de l'ovaire, c'est 60 ans, mais il y a des patientes jeunes qui font un cancer de l'ovaire, on en traite un certain nombre ici notamment. Et bien, pour ces patientes-là, il faut savoir que la possibilité de préserver la fertilité, ce n'est que pour les stades localisés. Les stades limités, c'est-à-dire les stades 1, c'est-à-dire quand on a une atteinte que d'un ovaire et pas quand il y a de la carcinose péritonéale. Dès qu'il y a de la carcinose péritonéale, le traitement conservateur n'est pas possible. Et même pour les stades 1, on le recommande plutôt pour ce qu'on appelle les bas grades. Les cancers de l'ovaire les plus fréquents sont les cancers séreux de l'ovaire et les cancers séreux se divisent en haut et bas grade. Eh bien, on peut proposer un traitement conservateur pour les cancers limités à l'ovaire, les stades 1 et de bas grade. À partir du moment où on est sur un séreux de haut grade ou qu'il y a de la carcinose, on ne recommande pas le traitement conservateur. Il y a la particularité de certains types de cancers qui sont les cancers dits à cellules claires, où là va se discuter les possibilités de traitement conservateur ou pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a de la carcinose péritonéale, on ne peut pas faire un conservateur et malheureusement, 2/3 des cancers de l'ovaire seront diagnostiqués à un stade qui n'est pas un stade localisé, c'est-à-dire un stade où il y a de la carcinose ou de l'acide. Pourquoi? Parce que pour avoir des symptômes, en général, il faut qu'il y ait le gonflement abdominal, donc de l'acide, donc de la carcinose. Quand on a une maladie qui n'est que sur l'ovaire, finalement, pour le découvrir, c'est soit parce qu'on a fait une échographie systématique, soit parce que la masse était très localisée à l'ovaire, très volumineuse et qu'elle a été diagnostiquée très précocement, ce qui n'est malheureusement pas les cas les plus fréquents. C'est l'occasion de reposer une question aussi qui est venue des patients. Il n'y a pas de dépistage du cancer de l'ovaire. On sait, ou on ne sait pas d'ailleurs, que le frottis qu'on peut faire chez sa gynéco tout au long de sa vie, en fait, ne permet pas le diagnostic de cette maladie-là. Est-ce qu'il serait, pourquoi ne pas envisager une échographie pelvienne à un âge donné ou un test de marqueur? Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez, vous, dans la communauté médicale? Alors, on l'a plus que discuté puisqu'on a fait des études, des grandes études, notamment il y a une grande étude en Angleterre qui a été menée où sur des milliers de patientes, on a comparé le fait de les surveiller que cliniquement, habituellement, j'ai un symptôme, je vais voir mon gynécologue, ou de faire le marqueur systématique ou de faire une échographie systématique. Et donc, toutes les études qui ont été réalisées ne montraient pas de bénéfice à faire des échographies systématiques. Alors, sauf une, je vais expliquer après ce qu'il en est. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ce bénéfice? D'abord, parce que quand on voit quelque chose en échographie, souvent, ce n'est pas un stade localisé. Et donc, si ce n'est pas un stade localisé, de fait de faire de le dépister par rapport à la clinique, on ne va pas faire mieux. Parce que le but d'un dépistage, c'est de découvrir et de changer le pronostic des patients. C'est très différent du sein. Si on va prendre le parallèle avec le cancer du sein, d'abord, il y a beaucoup plus de cancer du sein que de cancer de l'ovaire. Donc forcément, quand quelque chose est plus fréquent,
dépister tout le monde a plus d'intérêt. Hein, le rapport, on est sur plus de 1 à 10. Hein, on va être sur 58 000 nouveaux cas pour le cancer de l'ovaire et pour le cancer du sein, et on est à moins de 5 000 pour le cancer de l'ovaire. Donc, un rapport de 1 à 10. Donc, d'abord, un cancer qui est moins fréquent. Donc, il faut dépister beaucoup de patientes. Deuxièmement, quand vous allez faire des échographies systématiques, dans la plupart des cas, quand vous allez trouver quelque chose sur l'ovaire, c'est plutôt des choses bénignes. Donc, ils vont vous pousser à faire des chirurgies qui sont peut-être des chirurgies inutiles. Donc, c'est aussi ça qu'on met dans les avantages et les inconvénients d'un dépistage systématique. Et puis, enfin, quand on détecte quelque chose, eh bien, dans la majorité des cancers de l'ovaire qui ont été détectés, ils étaient plus à des stades avancés. On s'est même posé la question, même pour des patientes où le risque de cancer de l'ovaire est beaucoup plus fréquent, c'est-à-dire les patientes qui ont une mutation BRCA, c'est-à-dire le même type de mutation qu'Angelina Jolie, une mutation qui vous expose à faire un cancer de l'ovaire. Vous passez d'un risque de cancer de l'ovaire qui était très faible à 10%, voire 20% de risque de faire un cancer de l'ovaire dans votre vie. Eh bien, même chez ces patientes-là, l'échographie systématique n'a pas démontré qu'elle faisait mieux que la clinique. Et c'est bien pour ça que chez ces patientes, plutôt que de dire on va vous surveiller par écho, on dit dès que c'est possible, on va plutôt vous enlever les ovaires et les trompes en préventif, plutôt que de vous faire que des échographies. Alors, pour être tout à fait complète, il y a une étude qui semblait démontrer un avantage, mais pas que de l'échographie et du marqueur. C'était une étude anglaise qui montrait qu'avec plus de 7 ans de suivi systématique chez toutes les patientes, il y avait peut-être un avantage à faire l'écho et les marqueurs. Le niveau de preuve de cette étude n'était pas suffisant pour que les attitudes changent. Donc, même en Angleterre où a été fait l'étude, la prise en charge systématique n'a pas changé. Donc, pour conclure, actuellement, il n'y a aucune recommandation de faire des échographies systématiques. Et c'est pas une question économique. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire on le fait pas parce que ça coûterait trop cher. C'est parce qu'on n'a pas démontré qu'on faisait mieux pour les patientes en le faisant. Et pour les patientes qui ont une échographie systématique par leur gynécologue, parce que certains gynécologues font une échographie systématique à chaque consultation, dans les faits, on va plus souvent découvrir des choses où finalement c'était quelque chose de bénin, donc souvent source de stress chez les patientes, que vraiment découvrir un cancer qu'on aurait découvert plutôt grâce à ça. Évidemment, parfois de faire un examen par hasard, on va découvrir quelque chose. Mais si on prend toute la population, on n'a pas un avantage en santé publique pour toutes les femmes à faire des examens systématiques. C'est pour ça que les messages de prévention qui sont donnés, qui sont relayés d'ailleurs par les associations, c'est aller voir régulièrement votre gynécologue 1 fois par an, ne pas hésiter à être vigilante lorsque vous avez des symptômes. Et ce n'est pas du tout le même message que ce qu'on fait par exemple pour le frottis, où là, le frottis, on le fait systématiquement parce qu'on a démontré qu'en faisant un frottis systématique, eh bien, on allait découvrir les cancers, les lésions précancéreuses du col et éviter des cancers du col. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce point très complet. Vous évoquiez tout à l'heure justement l'importance du binôme oncologue, chirurgien et du psychologue durant cette période. Donc, nous avons la chance d'avoir Karen en ligne. Quelles sont aujourd'hui, Madame Uzan, les questions qui ont été les plus prégnantes de la part de vos patientes auxquelles pourrait apporter des réponses Madame Kreiter ce soir, s'il vous plaît? Alors, je vais juste poser les questions et elle va nous y répondre, hein, bien sûr. Les questions que nous posent beaucoup les patientes, c'est d'abord beaucoup de stress et beaucoup de comment je fais pour expliquer à mon entourage quelque chose qui est déjà complexe pour moi, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué de parler à son entourage d'un cancer de l'ovaire que d'un cancer du sein, parce que c'est beaucoup de notions. Donc, comment j'en parle à mon entourage, comment j'en parle à mes enfants, c'est souvent des questions qu'on nous pose. Et puis, dans cette période plus spécifique, elles se sentent plus isolées. Donc, elles ont vraiment plus besoin, tout ce que fait ressurgir la maladie. Et ça, c'est très fréquent. On sait bien quand un cancer est diagnostiqué, il y a plein de choses qui remontent. Eh bien, tout ce que ça fait ressurgir, eh bien, à tout ça se rajoute cette angoisse de cette période très particulière de crise sanitaire. Donc, c'est vraiment toutes les questions que me posent au quotidien les patientes, auxquelles j'essaie de répondre, mais pour lesquelles j'ai aussi besoin de l'oncopsychologue pour les épauler. Écoutez, bonsoir à tous. Magnifique ce relais. Écoutez, moi, j'accompagne à distance de nombreuses patientes durant cette période et vous avez absolument raison. On a toutes ces perceptions d'un effet amplificateur de la période de crise sanitaire actuelle sur l'état psychologique des patientes. Alors, j'ai envie de dire d'abord, cette crise sanitaire, ce Covid-19, ça ressemble d'abord à une double peine.
hein. Je vais reprendre un petit peu des termes que les patientes utilisent. Une double peine comme quelque chose qui rentrerait en résonance avec des difficultés qu'on ressent déjà, qu'on a déjà ressenties dans le vécu de la maladie et dans la prise en charge de la maladie. La notion de choc, hein, d'un seul coup, cet événement qui ralentit ou qui transforme le monde, qui confine la moitié de l'humanité, donc ça constitue un choc, et le choc, on l'a déjà vécu avec l'annonce du diagnostic. La vie bouleversée, c'est vrai que quand on a un cancer, notre vie est complètement bouleversée, et là, évidemment, elle l'est encore davantage. L'incertitude, déjà, il fallait vivre avec un certain niveau d'incertitude, et le cancer, en plus, avec le virus, l'incertitude est encore plus grande. Et l'angoisse, bien sûr, vous avez raison, hein, on est encore plus inquiet et inquiète. Et d'ailleurs, dans un premier temps du confinement, c'est vraiment la perception qu'on peut avoir, nous, oncopsychologues, c'est une augmentation considérable de l'anxiété des patientes. Et puis, cette période, elle va appuyer sur un point extrêmement sensible pour nous, qui est le sentiment de vulnérabilité. Déjà, en étant malade, on se sentait vulnérable. Et là, avec ce virus, cet ennemi un peu invisible, on se sent encore plus vulnérable. Donc effectivement, ça va renforcer cette perception de vulnérabilité qui va majorer encore cette angoisse. Et quand on parle de qualité de vie, c'était déjà un enjeu assez important et c'était déjà un défi en dehors de la crise sanitaire, en ayant un cancer de l'ovaire et en ayant une prise en charge effectivement relativement lourde pendant plusieurs mois. Là, effectivement, c'est encore un défi plus important de préserver cette qualité de vie. C'est quelque chose qui n'est pas évident et pour lesquels les patientes ont souvent besoin d'être aidées et accompagnées. Alors, cette période de confinement, alors on a envie de dire qui est censée se terminer, mais qui en réalité, ça semble un peu plus compliqué, ne va pas se terminer de la même manière pour tout le monde, hein, ça va être relativement progressif. Alors moi, j'ai été assez étonnée de la réflexion de certaines patientes qui me disaient « mais en fait, j'étais déjà préconfinée ». C'est-à-dire que certaines patientes avaient l'impression de vivre déjà dans une situation un peu intermédiaire où elles se sentaient déjà confinées parce qu'elles n'avaient plus forcément leur activité, leur vie sociale, qu'elles ont moins d'énergie, qu'elles peuvent être fatiguées. Donc effectivement, elle a un sentiment d'avoir déjà un peu expérimenté cette expérience du confinement à l'occasion de cette maladie, ou en tout cas à certaines périodes de cette maladie. Et ce qu'on peut constater au bout de 2 mois de confinement, c'est que quand même, les patientes présentent une charge, elles ont une charge importante à vivre pendant cette période, à la fois une charge quotidienne, c'est-à-dire que, évidemment, en plus de la maladie, même si on a été traité depuis un certain temps et qu'on est en période de rémission, hein, et où on est peut-être encore fatigué, en train de chercher encore ses repères, retrouver une activité, eh bien, on a dû gérer éventuellement les enfants, les devoirs, les adolescents, la logistique, l'approvisionnement des médicaments, l'approvisionnement des courses. Alors, si vous voulez, il y a une charge quotidienne qui, dans cette période de confinement, a été très importante. Et même si les compagnons, les maris, etc., les partenaires ont pu être aidants, souvent, quand ils sont à la maison, ils sont en télétravail. Au final, les patientes me disent que finalement, ça n'a pas constitué forcément une aide ou un soutien si important que ça, pratiquement. Et puis, il y a la continuité des soins, le professeur Uzan en parlait, ça c'est quelque chose qui a été une grande question pendant cette période et qui l'est encore, c'est la continuité des soins et des traitements. Et même si on a des consultations à distance et même si on a des informations essentielles, effectivement, ce manque de lien, entre guillemets, en tout cas ce fonctionnement un peu atypique et différent de celui d'habitude, va créer de l'inquiétude, va générer des demandes de liens, de réponses, de réassurance. Donc ça, il a fallu gérer ça. Et puis la charge mentale. Effectivement, il y a un effet amplificateur. Les patientes ont pu se sentir plus angoissées, plus déprimées. Il y a eu un sentiment éventuellement d'isolement. Il y a eu un impact encore plus considérable sur l'intimité, parce que la question de l'intimité, quand on a un cancer de l'ovaire, c'est une question quand même particulièrement centrale et sensible. Évidemment, en période de confinement, à la fois parce qu'on vivait peut-être à plusieurs à la maison ou dans l'appartement, mais aussi parce que effectivement, on est beaucoup plus angoissé encore que d'habitude. La question de l'intimité a été particulièrement sensible, mais aussi éventuellement l'image de soi, mais aussi éventuellement la vie sociale, le lien avec les autres, avec l'entourage, le lien affectif avec sa famille, les gens dont on était séparés.
Et puis, dans certaines situations, il faut bien le dire, des tensions relationnelles. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir un cancer de l'ovaire pour le vivre en situation de confinement. On sait aujourd'hui, on commence à avoir quelques résultats relativement significatifs que quand même cette période de confinement, le fait d'être en promiscuité a généré des tensions, pas pour tout le monde heureusement, hein, des tensions et éventuellement des conflits relationnels. Et ça, il faut en plus de la maladie et en plus des difficultés, peut-être avoir à gérer ces tensions et avoir eu à gérer ces tensions. Et puis quelque chose aussi qui m'a étonnée dans ce que les patientes ont pu me dire, c'est que à la fois elles étaient soulagées que leur maladie passe au second plan avec le confinement, en disant je suis pas la seule à être confinée, je suis pas la seule à voir ma vie s'arrêter quelque part, je me sens plus dans la communauté, je me sens moins en marge, mais en même temps c'est comme si ma maladie n'était plus au centre, c'est comme si c'était moins une préoccupation. Et quelque part, c'est déroutant. Ça a l'air d'être moins une préoccupation pour certaines équipes. Pour l'hôpital, je ne peux pas y aller. J'ai l'impression qu'on me répond moins ou que les gens sont moins disponibles. En tout cas, j'ai plus de besoins que ce qu'éventuellement on peut me proposer en ce moment en situation de tension hospitalière. Et puis, dans mon entourage, ils sont tous inquiets pour eux, pour le virus. Et quelque part, on a le sentiment que cet événement familial et personnel immense que constitue quand même le parcours de ce cancer passe un peu en second plan. Et donc, les patientes étaient un peu déroutées par rapport à ça, même s'il n'y a pas que du négatif. Alors, après cette période, assez déstabilisante, hein, où il y a eu un effet amplificateur de nos difficultés, déconfinement. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on gère la situation? Alors, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu des questions sur l'après-confinement, c'est-à-dire reprendre la vie comme avant. J'ai envie de dire, on ne va pas reprendre la vie comme avant. Ça paraît impossible de reprendre la vie comme avant. Le déconfinement, ce n'est pas l'après-virus. Le déconfinement, ce n'est pas la vie comme avant. Le déconfinement, c'est une transition. De manière pratique et psychologique, c'est important d'aborder cette période comme une transition, avec des mesures de précaution, des mesures barrières, des contraintes, des limites, etc., des choses progressives. Et je crois qu'il faut vraiment se projeter dans cet après, dans la durée. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais je pense que c'est comme ça encore plus quand on doit gérer la maladie et les traitements. Et c'est un petit peu comme la question de l'après-traitement du cancer de l'ovaire. Vous savez, ces injonctions qu'on peut ressentir de la part des proches ou de la société, il faut être comme avant. Maintenant qu'on est traité, maintenant qu'on va bien, maintenant que les résultats sont bons, allez hop, on retourne bosser, on prend sa vie comme avant et hop, du jour au lendemain, on passe en position on alors qu'on était off. C'est pas possible ça, on n'y arrive pas. Donc, soyons indulgents avec nous-mêmes et laissons-nous le temps de retrouver un équilibre. Hein. On ne peut pas s'imposer de vivre comme avant. Donc, effectivement, il faudra prendre du temps. Merci beaucoup Karen pour tout. Du coup, comme le temps avance quand même dans notre conférence, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pratiques pour aborder ce déconfinement? Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours en disant mais finalement, le déconfinement, ça m'angoisse presque plus parce que avec le confinement, on s'était habitué à se mettre finalement un peu dans nos bulles, plus ou moins facile à vivre. Mais voilà, c'est vrai que le déconfinement perturbe les patients qui se sentent finalement en décalage aussi parce que la maladie va se réinviter. J'ai mon parcours de soins, je suis peut-être un peu plus à risque, il faut que je fasse peut-être plus attention. Donc, on est de nouveau un peu plus incertaine. Est-ce que vous pouvez donc nous donner quelques petits éléments Alors, effectivement, pour ce déconfinement, en tout cas pour ce qui relève plutôt de mes compétences et de ce que je peux partager avec les patientes, alors déjà, je dirais, essayer de gérer ses émotions, en tout cas de vivre ses émotions le mieux possible. Et d'abord la peur, parce que ce que j'entends et ce que je lis, c'est beaucoup la peur et l'angoisse, et notamment la peur des autres, du comportement des autres. Sartre qui disait « l'enfer, c'est les autres ». Et en fait, on est tous l'autre de quelqu'un. Et en fait, ce qui nous angoisse dans les autres, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Donc, ce qu'on ne peut contrôler, c'est toujours très angoissant. Mais là, j'aimerais juste qu'on se rappelle, c'est pas toujours facile de trouver de la sérénité, hein, c'est normal d'être angoissé, mais qu'on se rappelle que le niveau de risque qu'on perçoit n'a pas forcément à voir, et même assez rarement à voir, avec le risque réel. Et donc, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas sous-estimer bien sûr le risque, mais il ne faut pas le surestimer non plus, et qu'en ayant les gestes barrières, la distanciation sociale, en étant prudent, voilà, et vigilant,
on est protégé quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est un virus qui est extrêmement contagieux, mais qui a une létalité, donc qui tue heureusement assez peu de gens, et même très peu de gens. Hein. On sera certainement, je ne suis pas médecin, excusez-moi, mais on sera certainement en dessous de 1% quand on fera les calculs. Donc je pense que c'est important d'être vigilant, mais il faut aussi essayer de prendre de la distance et d'essayer de comprendre quel est le risque réel, et notamment la webconférence de ce soir peut nous aider aussi à nous repérer par rapport à ça. Alors comment bien gérer? Donc gérer nos émotions, ça veut dire bien s'informer aux bonnes sources, hein, et pas forcément être inondé d'informations toute la journée. Ça veut dire continuer peut-être la méditation, le yoga, etc. Toutes ces choses qui nous ont fait du bien, je pense qu'il ne faut pas les arrêter. Il faut au contraire les continuer en période de déconfinement. Le suivi psychologique, je pense que ça peut aider, et parfois à distance. On est de plus en plus nombreux à proposer cette possibilité aux patients. L'activité physique, très bien, aussi bien psychologiquement, c'est quelque chose qui sera bénéfique. L'activité manuelle, artistique, le contact avec la nature, faire attention à soi, la dimension esthétique, là, qui représentent déjà une source de bien-être pour nous, on doit les cultiver encore plus en cette période de déconfinement. Et puis avoir recours aux associations, hein, qui peuvent vous répondre, vous apporter des éléments d'information, etc. très importants. Bien se déconfiner, entre guillemets, c'est aussi, au niveau pratique, le faire par étapes. Continuer les courses en ligne. Pourquoi on devrait arrêter de ces simplicités? Pourquoi les choses qui nous ont rendu service et qui étaient nécessaires, on les poursuivrait pas pour améliorer notre qualité de vie? Continuons à faire pratique simple et aller à l'essentiel et à faire les choses qui nous font plaisir. Ayons des projets un peu plus modestes, c'est-à-dire que tout ne sera pas réalisable, sinon on va être contrarié, déçu et pressé. Et puis au niveau relationnel, cette période de transition et de déconfinement, c'est aussi parler à ses proches, continuer les contacts à distance, parler à son équipe de son ressenti, de ses difficultés, de ses besoins. C'est aussi expliquer aux plus jeunes, bien sûr on en parlait de l'information, hein, professeur Usan, aussi expliquer aux plus jeunes pourquoi on ne peut pas forcément se voir comme avant, etc. Avec des mots simples, mais c'est toujours bénéfique pour tout le monde. On est sûr aujourd'hui que ne pas parler, ne pas communiquer, ne pas expliquer aux jeunes et aux enfants est plutôt une source de difficulté. Alors voilà, grosso modo, j'ai envie de dire, essayez de préserver ce qui nous a fait plaisir, essayez de ne pas être débordé par l'angoisse, se faire aider, se faire suivre, et se rappeler que la qualité de vie, c'est au quotidien. Être malade, c'est pas mettre sa vie entre parenthèses, c'est pas survivre pendant des mois. Être en face de cette crise sanitaire, c'est pas être entre parenthèses pendant des mois. C'est essayer, dans un contexte difficile, avec des contraintes et des limites, à continuer à avoir du plaisir, à continuer à trouver un sens à son existence, à continuer à avoir du bien-être au quotidien le plus possible. Et d'ailleurs, je vous renvoie à vos équipes soignantes et médicales par rapport aux soins de support et à tout ce qui peut vous être apporté, et aux associations bien sûr, pour améliorer cette qualité de vie, encore plus dans cette période de transition que va être le confinement. Merci beaucoup Karen pour ce point. Effectivement, on avait eu pas mal de questions sur les soins oncologiques de support qui vont reprendre. Donc si on résume, choisir son information et ne pas la subir, revenir au suivi, là n'est pas possible en face-face, et garder bien sûr ce qui nous a permis de nous simplifier la vie pendant quelques temps, les courses à distance, etc. Vous évoquiez l'activité physique également. Docteur Usan, est-ce que par rapport à cette période de déconfinement, vous auriez des questions à poser à Mme Kreiter, ou bien des conseils que vous donnez à vos patientes? Voilà, s'il vous plaît. Et alors, j'ai juste un point aussi à ajouter. On parlait beaucoup de garder le lien. Les associations sont bien sûr là pour vous aider à garder le lien, et on va vous mettre sur le chat les deux associations, Imagine et Mon Cancer Gynécologique. Justement, d'Imagine, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée par Éléonore Pio, qui posait la question de comment se passe, est-ce que les patientes qui ont un cancer gynéco bénéficient des soins de support. Bien évidemment, et c'est important. Donc, on essaye vraiment d'être vigilant à ça, que ce soit la socio-esthétique, où nous, on a la chance d'avoir non seulement des consultations, enfin, les patientes peuvent venir en consultation, mais systématiquement, une fois par semaine, on a une socio-esthéticienne qui passe en chambre pour proposer des soins aux patientes, notamment
pour celles qui ont été opérées d'un cancer de l'ovaire. Donc c'est vrai que voilà, pendant cette période-là, il y a eu quelques soins de support qui étaient mis entre parenthèses parce qu'évidemment, ce qui est massage et maquillage, c'était difficile dans cette période-là. On espère qu'on pourra le reprendre le plus rapidement possible. Et voilà, donc dans cette période-là, le principal soin de support qui ont pu toujours être là, c'était bien sûr les oncopsychologues et la prise en charge de la douleur. Mais on espère que rapidement, on va pouvoir remettre en place tous les ateliers. Et peut-être que ce sera le moment d'envisager des ateliers différemment, parce qu'on avait des ateliers, on a des ateliers d'art-thérapie, mais peut-être qu'on peut les envisager par Zoom ou par d'autres outils, et ce qui peut-être à l'avenir pourrait permettre que plus de patientes y participent. Donc peut-être que de toutes ces difficultés, de toute cette crise, peuvent sortir aussi des choses positives, notamment dans la façon d'utiliser les nouveaux outils technologiques, tout en sachant que on a quand même bien vu pendant cette période que le contact direct, la relation et la rencontre demeurait quelque chose d'essentiel pour les patients. Madame Kreiter, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je trouve cette conclusion très belle. Très belle conclusion. Donc, merci beaucoup. Peut-être que Laure et Rachida, vous souhaiteriez présenter rapidement vos associations, puisqu'on parlait de liens, voilà, et que les associations… Je propose que Rachida prenne la parole pour présenter donc l'association Imagine, et puis je dirai un petit mot sur mon réseau cancer gynéco après. Alors, bonsoir à toutes. Alors, l'association Imagine est une association de patientes de patientes atteintes de cancer gynécologique pelvien. Donc, l'association est à l'écoute de durant toute l'année, l'association est à l'écoute des patientes. N'hésitez pas à nous joindre. Il y a des lignes téléphoniques à votre disposition. Nous faisons des cafés Imagine virtuels maintenant. Donc voilà, on est là pour vous aider, pour vous soutenir tout au long de votre traitement, de vos avant, pendant, après les traitements. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Bonsoir et merci beaucoup. Donc moi, Laure Guéouac, voilà, je suis la fondatrice de Patients en réseau et on propose donc des réseaux sociaux dédiés aux patients et aux proches. Et donc ce soir, c'est mon réseau cancer gynéco qui est mis en valeur. Et dans ce réseau, on peut retrouver… L'idée, c'est en fait de faciliter le lien, quel que soit son lieu de vie et son lieu de soins, et qu'on retrouve plus facilement ce qui peut être utile, donc de l'information, échanger avec d'autres patients, mais aussi les associations spécialisées comme Imagine, les associations qui font des soins de support, et on a une rubrique aussi événements, on peut retrouver dans cette période particulière un certain nombre d'événements virtuels proposés donc par différentes associations ou webconférences, puisqu'on en a fait quelques-unes et on relaie d'autres initiatives pour essayer de faire connaître aux unes et aux autres ce qui peut être utile, soit en proximité, parce que je rejoins le professeur Bétan, il n'y a rien de tel que de rencontrer des patientes en vrai, notamment, je le souligne de nouveau, les cafés Imagine dans la vraie vie, les rencontres, les marches et tout ça qui sont faites normalement. Mais dans ce contexte particulier, on a trouvé que c'était une belle idée de proposer cette webconférence et que ce soit quand même un premier élément d'information et d'échange. Et on continuera donc les unes et les autres à mettre des ressources utiles pour vous tous. Donc prenez soin de vous et que le déconfinement se passe le plus sereinement possible, épaulé par nos soignants, épaulé par les soins de support et les associations. Alors, ce que je propose avant qu'on fasse un dernier tour de table des experts, c'est de rappeler déjà que le replay va être disponible sur le site des associations d'ici quelques jours. Donc voilà, ça sera une source d'information. La deuxième chose, Catherine Usian parlait de l'importance des ateliers et peut-être avec des technologies différentes. C'est ce que vous avez souhaité faire aussi bien Imagine que mon réseau cancer gynéco cette semaine avec 2 ateliers, un sur le bien-être jeudi, donc n'hésitez pas à vous inscrire, et un sur une question justement qui a été soulevée par Karen Kreiter, c'est comment dans cette période de confinement je préserve mon intimité
et cet atelier aura lieu vendredi. Donc, vous avez toutes les informations sur le site sur la plateforme d'inscription. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je propose de laisser le mot de la fin à nos oratrices. Donc, peut-être Madame Floquet qui est au téléphone et qui attend sagement depuis tout à l'heure. Madame Floquet, quel serait le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est quelques mots pour dire qu'on vit des moments, je dirais, extraordinaires auxquels ni nos patientes, ni leur entourage, ni nous-mêmes n'étions préparés. Et tout est à inventer avec le plus de professionnalisme possible. Et c'est toujours difficile, d'autant que sur le territoire national, il y a un certain nombre d'inégalités qui font que certaines choses ne seront pas faites de la même façon à un endroit ou à un autre. Je voudrais dire néanmoins que tout au début de cette épidémie, il a été organiser des conférences, je dirais, de consensus entre les professionnels en charge des pathologies gynécologiques et donc ovariennes en particulier, pour dire quelles étaient les adaptations possibles, en étant vigilants à protéger les patients du risque surajouté du Covid, mais aussi à ne pas faire de sous-traitement que l'on pourrait regretter plus tard. Donc, il y a eu beaucoup de communication autour de ces sujets pour faire des traitements d'excellence dans des moments complexes. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous, Dr Floquet. Merci. Karen? Oui. Écoutez, moi j'ai envie de dire d'abord merci aux médecins, aux soignants, aux équipes pluridisciplinaires qui font un boulot exceptionnel habituellement déjà et en ce moment particulièrement. J'aurais envie de dire au nom certainement d'un certain nombre d'entre nous, merci à nos proches et aux aidants qui nous entourent. C'est pas évident non plus ces situations. Et souvent, ils ont beaucoup de bonne volonté et ils sont pas toujours, ils font pas toujours ce qu'on a envie qu'ils fassent ou disent pas toujours ce qu'on a envie qu'ils disent, mais je voulais aussi dire un mot pour eux. Et puis, j'ai de vous dire à vous qui avez rencontré le cancer, qui est encore peut-être en traitement ou qui est en rémission, c'est que vous avez été capable de vous adapter à une situation extrêmement difficile, vous avez des ressources. Ces ressources et ce que vous avez appris à l'occasion de ce parcours du cancer, vous les avez. Elles se renforcent, elles vous sont utiles pour la crise sanitaire aujourd'hui. Donc, vous avez des ressources, faites-vous confiance. Voilà. Professeur Uzan? De tout ce qui a été dit, c'est une période qui est très difficile pour les patientes, pour celles qui sont arrivées à mettre un petit peu la maladie un peu à distance parce que ça commence à être un petit peu plus loin. Eh bien, essayez de garder un peu votre bulle. Ne vous laissez pas le fait d'être en permanence sur les chaînes info et d'avoir en permanence, qu'on vous parle en permanence de maladies, de craintes, de virus. Et pour celles qui sont en cours de traitement, eh bien, essayez d'acquérir et de vous créer cette bulle. On est là pour vous, pour ça. N'hésitez pas à solliciter vos soignants, même si on sait parfois vous avez l'impression que voilà, c'est peut-être qu'on vous avez déjà posé cette question. C'est important de reprendre, c'est important de revenir, d'utiliser les associations de patientes aussi, mais voilà, il faut, notre première ligne, c'est l'hôpital et votre médecin, et n'hésitez pas à les solliciter, n'ayez pas peur de venir à l'hôpital et n'ayez pas peur de nous demander. Il faut qu'on soit là pour vous et que vous arriviez un petit peu à vous créer cette bulle, vous concentrer sur vous et votre récupération et ne pas vous laisser trop gagner par cette période très anxiogène. En tout cas, merci. Nous, on répète à chaque fois qu'on remercie vraiment tout le corps soignant pour votre mobilisation pendant cette crise sanitaire et de façon générale. Donc, merci encore. Je crois que les applaudissements de 20 heures ne vont plus exister, mais en tout cas, la gratitude est là. Merci infiniment. Est-ce que Rachida et Laure veulent clôturer? Eh bien, moi aussi, comme les précédentes intervenantes, moi aussi, je tiens à remercier de tout mon cœur les professionnels de santé et puis aussi tous les autres, tous ceux qui étaient là pendant le confinement. Et puis, et voilà. Et puis, je souhaite aussi préciser aux patientes que Imagine est toujours là et voilà, qu'elles n'hésitent pas à nous solliciter. Et voilà, c'est notre rôle et on est là pour elles, pour les soutenir. Voilà. Et nous, on est heureuses d'être avec elles et voilà. C'est que du bonheur entre nous tous et toutes. Voilà. Merci pour tout.
Merci. Alors moi, le dernier mot, c'est merci à toutes, merci à tous les soignants, merci à toutes les patientes qui nous ont rejointes pour cette première webconférence. Je crois que c'était en tant que tel un événement dans le monde des patientes gynéco. J'espère que ce sera l'occasion de faire connaître pour toutes celles qui se sont inscrites ce soir les 2 ateliers donc de jeudi et vendredi. Je voudrais souligner que participera donc aux côtés de la kiné et de l'onco-psychosexologue Éléonore Piotte, qui est patiente experte, et ça c'est extrêmement précieux. Vous aurez l'occasion de découvrir voilà, une femme formidable et qui pourra aussi partager son expérience de patiente. Et je crois que c'est aussi ça que permettent les associations, cet échange particulier avec des patientes qui ont voilà, eu la vocation de vouloir soutenir les autres. Donc à jeudi et vendredi. Au revoir à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée.